Et si les élites nous contrôlaient en nous inséminant par le ciel? Complot! Souvenez-vous, il y a quelques temps, nous vous avions concocté une vidéo sur les chemtrails, cette théorie du complot selon laquelle les avions déverseraient volontairement des produits toxiques dans leur sillage pour empoisonner et contrôler les populations en dessous. Cette vidéo a généré pas mal de discussions, alors nous voilà pour apporter quelques compliments. Vous êtes très beaux. Et les avions qui font des virages et des demi-tours au lieu de partir d'un point A à un point B, vous en pensez quoi? J'en déduis que vous n'êtes pas pilote d'avion, ou en tout cas je l'espère très fort. On peut pas faire ce qu'on veut là-haut, comme vous sur votre motocross dans un terrain vague. Dans le ciel, comme sur le plancher des vaches, il y a des routes. C'est pour ça que les avions font, comme vous dites, des virages et des demi-tours. Ils peuvent aussi modifier leur trajectoire en fonction de la météo, pour éviter des orages par exemple. Ces avions qui survolent les agglomérations à basse altitude, alors ça c'est une illusion, on a l'impression qu'ils sont bas dans le ciel parce qu'on n'a pas de repères visuels. Mais les avions commerciaux évoluent dans la couche atmosphérique située entre 5100 et 12 200 mètres d'altitude. Si vous en voyez un plus bas, c'est que vous habitez à proximité d'un aéroport ou des tours jumelles. Des jours où il n'y a aucune trace persistante alors que le lendemain le ciel en est rempli. En effet, ça dépend de la météo, et plus précisément de la météo en haute altitude. Pour avoir des traînées de condensation qui persistent longtemps dans le ciel, il vous faut un air très froid et humide. Dans ce cas, la vapeur d'eau qui sort des moteurs se condense et forme des cristaux de glace persistants, des nuages, des cirrus en l'occurrence. Quand l'air est plus sec, ces traînées disparaissent rapidement ou n'apparaissent tout simplement pas. Voilà qui explique pourquoi certains jours le ciel nous paraît quadrillé comme un jeu de morpion alors que d'autres, il en est complètement dépourvu. Alors comment expliquez-vous que depuis début janvier, on ne voit plus une seule traînée dans le ciel dans le sud de la France alors qu'avant c'était continuellement tous les jours? Il y a pourtant autant d'avions qui volent et d'après votre théorie, plus il fait froid et plus cela devrait se voir. Alors déjà, j'habite aussi dans le sud et je peux vous dire que perso, j'en vois toujours des traînées de condensation. Pour preuve, celle-là que j'ai filmée il y a 2 jours. Donc permettez-moi d'exprimer un tout petit doute. Et ensuite, on parle de la météo en haute altitude, ce qui n'a rien à voir avec celle qu'on a en bas. Et par ailleurs, ça dépend beaucoup du taux d'humidité dans l'air. Comme on l'a vu juste avant, il suffit que l'air soit très sec là-haut pour que ça empêche les traînées de persister. Je sais pas si vous êtes né hier ou avant-hier, moi je suis née dans les années 60. Ouais, vous me l'auriez pas dit, je pense que je l'aurais deviné. Mais merci, vous me flattez, je savais pas que je faisais si jeune. Et on avait toujours un ciel bleu, un avion passait, il laissait une trace qui durait quelques secondes, là on a un ciel voilé toute l'année, arrêtez de raconter des conneries, il nous saupoudre, c'est tout. Il nous saupoudre. Alors déjà, c'est qui il? Et pourquoi il et pas elle, hein? Je suis désolée, mais en Big 2026, les femmes aussi ont le droit de fomenter des conspirations mondiales. Quoi qu'il en soit, ça va vous surprendre, mais la mémoire humaine et l'anecdote personnelle, c'est rarement un bon outil de mesure en science. On utilise plutôt des instruments qui donnent des mesures quantifiables qu'on renouvelle selon un protocole bien déterminé sur plusieurs dizaines d'années. C'est comme ça que ça marche. Ceci étant, je vous accorde que depuis les années 60, le trafic aérien a augmenté drastiquement. Donc tout porte à croire qu'il y a effectivement plus de traînées de condensation aujourd'hui que dans les années 60. Mais encore une fois, c'est des nuages, c'est de l'eau. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne vous saupoudre, sauf si vous êtes une crêpe à la Chandeleur. Eau de pluie prélevée le 16 février 2024 à Miseray-Saline, aluminium, barium, fer, flemme de lire. Alors déjà, source, comme faut tout faire soi-même, eh bien j'ai retrouvé le document d'analyse du laboratoire et s'il vous plaît, quand vous le citez, citez-le correctement. Le fer est à 365 et pas 356. Cela étant, si vous le voulez bien, on va prendre 2 secondes pour se pencher sur ces analyses et vous allez voir tout ce qu'on peut en dire. On voit d'abord que cette eau de pluie a une forte concentration en métaux. Donc déjà, je vous la déconseille pour diluer votre sirop de fraise. Cette eau-là est aussi bien minéralisée. Est-ce que ça veut dire qu'il nous saupoudre? Avant d'en arriver là, est-ce qu'on peut expliquer ces données plus simplement? Prenons les taux élevés en fer et aluminium. C'est ce qu'on attendrait si les sols du coin étaient argileux. Et les taux de calcium et magnésium suggèrent la présence de calcaire. Or, figurez-vous que cet échantillon a été prélevé dans le Doubs, là où les roches sont justement marno-calcaires et les sols riches en argile. C'est d'autant plus évident que cette eau a été prélevée en hiver quand le couvert végétal est réduit et que les poussières minérales peuvent plus facilement être emportées par le vent et rester en suspension dans l'air jusqu'à ce qu'une pluie les capte. Le prélèvement vient d'une zone péri-industrielle à proximité d'une grande ville, Besançon, donc ce qu'on voit ici provient très probablement de particules issues de l'activité industrielle et du trafic routier. Comme je suis un peu voyante à mes heures perdues, je peux même vous prédire que cette eau a été collectée au sortir d'une gouttière. Vu les taux de zinc, de fer et de cuivre qu'elle contient, elle a dégringolé sur un toit et possiblement le long d'une gouttière et s'est chargée en métaux avant de nous arriver. Conclusion, est-ce que cette eau présente des valeurs aberrantes? Non. Est-ce qu'elle constitue une preuve ou du moins un indice irréfutable qu'il nous saupoudre? Toujours pas. Elle est typique d'une eau de pluie tombée en hiver sur une zone semi-urbaine, semi-industrielle et re-semi-urbaine derrière, passée sur des éléments de toiture métalliques. Désolée de briser vos rêves comme ça, mais c'est quand même chouette de voir tout ce qu'on peut déduire de notre tableau. J'adore l'approche et l'humour. Dommage que Claire Sévrac ne soit plus là pour démolir votre contre-théorie. Bizarrement, elle a disparu juste après son livre La guerre secrète contre les peuples, où elle démontrait, preuve à l'appui, l'existence des chemtrails. Sinon, je vous invite à lire son bouquin avant de faire du mauvais débunkage. Dommage, vous êtes adorable. Merci pour votre condescendance. Disparue juste après son livre, l'aurait-on éliminée pour la faire taire? Je vois qu'elle est décédée 1 an après la publication de son livre, et pas juste après du coup, d'un cancer. On lui aurait injecté un cancer pour la museler. Oh, le mystère s'épaissit. Non, c'est pas comme ça que ça marche.
Mais bref, allons voir. Si elle a écrit un bouquin sur le sujet, cette Claire Sévrac est sans doute une chercheuse en météorologie, en ingénierie aéronautique, en climatologie. Elle avait son brevet des collèges au moins. Je vois sur Wikipédia que c'est une auteure de chansons françaises et d'ouvrages à caractère complotiste. C'est peut-être pas forcément le cas de ce livre, La guerre secrète contre les peuples. Pendant 3 ans, Claire Sévrac a mené l'enquête autour de ces questions inquiétantes pour l'avenir de l'homme. HAARP, chemtrails, CIA, climat, nanoparticules, eugénisme. Ouah, on a quasiment le bingo du complotiste là. Pour avoir parcouru ce bouquin, c'est exactement ça. On dirait qu'elle voulait essayer de caser tous les mots-clés pour faire déguiler à ceux qui sachent, du canular du 11 septembre à l'implantation de puces RFID à notre insu, en passant par les bébés OGM. C'est édité chez qui cette merveille? Contre-culture, la maison d'édition d'Alain Soral, l'énergumène qui défend des idées antisémites, négationnistes, conspirationnistes, sexistes, masculinistes, transphobes et homophobes. Ouah, ça fait beaucoup pour un seul homme. Qui est régulièrement condamné en justice pour ses propos, sa maison d'édition aussi. Eh bah c'est du joli tout ça. En tout cas, heureusement que Claire Sévrac et Alain Soral sont là pour révéler au monde le complot qu'entretiennent des milliers de scientifiques, pilotes, mécaniciens, ingénieurs, météorologues, gouvernements, entreprises aéronautiques et agences spatiales du monde entier depuis des décennies sans que le secret n'ait jamais fuité une seule fois. Elles sont vachement fortes ces élites. Mais tout n'est pas à jeter parce que je suis d'accord avec l'auteur quand elle vous conseille de lever les yeux au ciel, surtout si vous ne voulez pas rater les quadrantides, la pluie d'étoiles filantes qui émaillent le ciel nocturne en ce moment. Pour finir, vous êtes nombreux à nous avoir dit comment ça se fait que vous n'ayez pas parlé d'ensemencement des nuages et de géo-ingénierie. Eh bien c'est par souci de concision, mais vous avez raison, alors parlons-en ici. Car oui, des avions qui éternuent des substances exprès, ça existe pour de vrai. Il arrive qu'on insémine des nuages avec leur consentement et de l'iodure d'argent ou de la neige carbonique pour dissiper le brouillard ou faire pleuvoir. Pratique en période de sécheresse. Le principe c'est d'accélérer la machine naturelle à l'intérieur des nuages qui agglomère les gouttelettes entre elles ou les transforme en cristaux de glace jusqu'à ce que ça tienne plus tout seul là-haut et paf le chien. Comme vous l'avez fait remarquer, c'est une technique utilisée dans de nombreux pays, la Chine en tête. L'ensemencement des nuages est apparu aux États-Unis en 1946 et pas en France comme indiqué ici. États-Unis qui l'ont aussi utilisé durant la guerre du Vietnam, ce qui a été baptisé l'opération Popeye. De 1967 à 72, l'escadron 54 de reconnaissance météo a conduit plus de 2300 missions de saupoudrage de nuages avec de l'iodure d'argent dans l'espoir de prolonger la saison de la mousson. Non parce qu'ils aimaient le pâté de canard, mais pour tenter de compliquer la tâche des soldats vietnamiens, ce que je comprends pas très bien parce que la pluie pouvait pas cibler certaines personnes, donc forcément les Américains aussi se la sont pris dans la tronche, et entre les deux, il y a sans doute une population qui était plus habituée à ce climat, vu que c'était chez eux. Ça me laisse un peu perplexe, mais bon. Est-ce qu'à un moment, on n'en demande pas trop aux Américains? Donc voilà, saupoudrer des nuages, ça existe, et ça donne naissance à de belles phrases que je pensais pas lire un jour, comme « En 2017, Cuba se fait ensemencer par la Russie pour lutter contre une sécheresse. C'est beau la solidarité ». Ça existe et ça fait partie d'un champ de recherche plus vaste qu'on appelle la géo-ingénierie, qui regroupe l'ensemble des idées pour tenter de modifier la météo et le climat terrestre. C'est un champ très controversé, à mon avis la plupart des idées sont nées lors de soirées trop arrosées et ne sont heureusement pas mises en application. Ça reste des espèces de doux rêves pour super vilains. Heureusement il existe des réglementations qui empêchent n'importe qui de faire n'importe quoi, comme blanchir les nuages pour renvoyer les rayons du soleil d'où ils viennent, ou inonder le Sahara pour lutter contre la désertification. C'est des vraies histoires. Le climat, c'est un système très compliqué. C'est difficile d'anticiper comment il réagirait si on changeait un paramètre au pif, sans parler de l'impact sur la biodiversité, les cycles des éléments chimiques et tout le reste. C'est pour ça qu'on fait pas n'importe quoi. N'importe quoi comme saupoudrer les populations pour mieux les contrôler. Certes, il existe la technologie pour saupoudrer des nuages, certes, les avions de ligne laissent souvent des traces dans le ciel, mais à ce jour, on n'a aucune preuve fiable que ces traces sont autre chose que de l'eau, des nuages. Je pense à un truc. Et si on envoyait des avions saupoudrer ces nuages ?